toujours dans le troisième grand paragraphe du chapitre sur les interférences lumineuses. Donc on a présenté trois sous-paragraphes. Le premier c'était concernant la lumière réelle. Et le deuxième sous-paragraphe c'était pour introduire la notion du train d'onde, le temps de cohérence, la durée d'émission. Et le troisième sous-paragraphe était consacré à l'introduction de la notion de longueur de cohérence temporelle. Et on a aussi discuté un peu sa signification physique. Dans ce quatrième sous-paragraphe, on va entamer l'étude de quelques exemples d'interférences en lumière non monochromatique. Donc 3 à 4. Quelques exemples d'interférences en lumière non monochromatique. Donc dans tous les exemples qu'on va les traiter, on va donc considérer un système interférentiel quelconque qui va donner à partir d'une source mère S deux sources secondaires S1 et S2. Donc les sources secondaires S1 et S2 vont émettre deux ondes. Donc deux ondes lumineuses cohérentes et de même éclairement epsilon 0. Donc on va changer dans chaque exemple le profil spectral de la source mère. Donc on va commencer par le profil spectral d'une source qui est dichromatique. Donc la source mère ici elle est dichromatique ou on dit aussi bichromatique. Donc A, cas d'une source mère bichromatique. Ou on dit aussi dichromatique. Donc bichromatique ou dichromatique, c'est-à-dire elle possède deux longueurs d'onde, lambda 1, lambda 2. D'accord ? Donc je rappelle que ça c'est la epsilon lambda, c'est la densité spectrale d'éclairement. D'accord ? Donc la densité spectrale elle est maximale pour deux longueurs d'onde, elle présente deux pics pour deux longueurs d'onde. Les pics présentent une certaine largeur spectrale, mais on va supposer que cette largeur spectrale elle est très faible. D'accord ? Donc chaque longueur d'onde elle va donner son système de franges sur l'écran. Donc lambda 1, elle va donner son système de franges qui est décrit par l'éclairement epsilon 1 qui est égal à 2 epsilon 0 fois 1 plus cosinus de pi sur lambda 1 fois delta. Donc epsilon 0 c'est l'éclairement de chaque source secondaire. De même, lambda 2 va donner un autre système de franges décrit par l'éclairement epsilon 2 qui est égal à 2 fois epsilon 0 fois 1 plus cosinus de pi sur lambda 1 fois delta. Pardon, c'est lambda 2 fois delta. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran ? Sur l'écran, on va observer donc la superposition de deux systèmes de franges. Le système de franges, l'ensemble de franges de lambda 1, l'ensemble de franges de lambda 2, et sur l'écran, on observe la superposition de deux systèmes.
D'accord? Donc on aura toutes les possibilités. Par exemple, deux franges brillantes, une frange brillante de lambda 1, une frange brillante de lambda 2 se superposent. Ou bien une frange brillante de lambda 1 avec une frange sombre de lambda 2 se superpose. Ou bien il y a un décalage entre les franges. L'essentiel est que la figure, elle présente donc un contraste plus faible que le contraste d'une seule longueur d'onde, c'est-à-dire dans le cas où la source mère elle est monochromatique. Donc dès qu'on touche la cohérence temporelle parfaite, c'est-à-dire dès que S devient non monochromatique, automatiquement le contraste de la figure d'interférence va diminuer. Et dans tous les exemples, on va donc mettre en évidence cette diminution et on va étudier comment le contraste va diminuer, comment il varie sur la figure d'interférence. Donc, tout d'abord, on va chercher donc le contraste total sur l'écran, d'accord? Donc ici, on a deux longueurs d'onde, donc on a deux pulsations différentes. Donc lambda 1 et lambda 2 sont associés respectivement à oméga 1 et oméga 2. Donc oméga 1 est différent de oméga 2. Donc ici, on a deux ondes qui sont synchrones. Donc la condition, deux ondes qui sont asynchrones, non synchrones. Donc les deux longueurs d'onde sont incohérentes. Donc oméga 1 différent de oméga 2, donc incohérentes, parce qu'elles sont non synchrones. Donc on peut dire que l'éclairement total, c'est la somme de deux éclairements, epsilon 1 et epsilon 2. Donc epsilon égale epsilon 1 plus epsilon 2. Donc on va sommer les deux éclairements, cet éclairement et cet éclairement. Donc on va utiliser une formule trigonométrique, cos A plus cos B égale 2 fois cosinus la différence sur 2, cosinus la somme sur 2. Donc on va trouver que epsilon égale donc à 4 epsilon 0 fois 1 plus cosinus la somme, la différence sur 2, donc ça sera pi fois delta fois 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2 fois cosinus pi fois delta 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2 . Voilà. Donc ça c'est l'expression de l'éclairement général. Mais en général, les lampes qui sont bichromatiques ou dichromatiques, par exemple la lampe sodium, c'est-à-dire la lampe qui donne, c'est une lampe qui donne une lumière qui est jaune orangé, on dit le doublet jaune de sodium. En général, les longueurs d'onde de ces lampes, qui est une lampe spectrale, sont très proches. D'accord? Donc par exemple, je vais donner donc, les valeurs du doublet jaune. Donc on va dire en général, lambda 1 et lambda 2 sont très proches. Par exemple, la lampe sodium, donc par exemple la lampe sodium, donc elle émet le doublet jaune du sodium, donc elle émet le doublet jaune du sodium. Le doublet jaune du sodium est donc décrit par, et donc il présente les longueurs d'onde lambda 1 et lambda 2 suivantes. Donc lambda 1 c'est de l'ordre de 589 nanomètres, 0,00 nanomètres, et lambda 2 c'est 589,6, bon c'est 59, on va dire 60 nanomètres. Donc vous voyez que le décalage
ou bien l'écart spectral delta lambda entre les deux longueurs d'onde est ici égal à 6 angstrom. Donc c'est très faible. D'accord? Donc ceci, entre parenthèses, donne un intérêt ou bien montre l'importance de l'interférence, parce que les spectromètres, c'est-à-dire les dispositifs qui donnent les spectres des lampes et des sources, n'arrivent pas à résoudre, c'est-à-dire à séparer ces deux longueurs d'onde. Par exemple, le prisme, il n'arrive pas à séparer ces deux longueurs d'onde parce qu'ils sont très proches. Donc, on nécessite des dispositifs de spectroscopie qui sont très précis, d'accord? Mais grâce à l'interférence, on peut aussi mettre en évidence ce caractère de dichromatique de la source de sodium. D'accord? Donc, on va, dans ce cas, on va donc transformer l'expression de l'éclairement, epsilon. Donc, pour cela, donc, on va faire deux approximations concernant ces deux termes. Donc, on va commencer par le terme 1 sur lambda 1. Donc, on va poser lambda 0, la valeur moyenne des longueurs d'onde. Donc lambda 0 c'est la valeur moyenne. Donc lambda 1 et lambda 2 sont toutes les deux proches de leur valeur moyenne qui est lambda 0. Donc je prends ce premier terme, 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2. Donc c'est égal delta lambda. Donc ça c'est presque égal à delta lambda sur lambda 0 carré. D'accord? Donc j'ai approximé le produit lambda 1 fois lambda 2 par lambda 0 au carré. De même, la somme 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2 égale lambda 1 plus lambda 2, que je peux l'écrire 2 fois lambda 0. Donc c'est presque égal à 2 lambda 0 sur lambda 0 carré, donc c'est égal à 2 fois 2 sur lambda 0. Donc je peux remplacer ces deux termes dans l'expression de l'éclairement. Donc on obtient cette forme. Donc epsilon égale à 4 epsilon 0 fois 1 plus cosinus pi fois delta lambda sur lambda 0 carré fois delta cosinus 2 pi sur lambda 0 fois delta. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que si on compare cette expression de l'éclairement à l'expression de l'éclairement dans le cas d'une source monochromatique, on trouve l'apparition de ce terme. D'accord? Donc ce terme qui s'appelle donc le facteur de visibilité. Donc il est noté V, il s'appelle le facteur de visibilité. D'accord? Donc le facteur de visibilité est égal à 1 si la source est monochromatique. Parce que si delta lambda égale à 0, c'est-à-dire si les deux longueurs d'onde sont égales, donc delta lambda égale à 0, équivalent à dire lambda 2 égale lambda 1, donc la source est monochromatique, on retrouve la forme générale de la formule d'interférence pour une source monochromatique, c'est-à-dire l'éclairement égal à une constante fois 1 plus cosinus 2 pi sur lambda 0 fois delta. Donc ce facteur, qui est dit facteur de visibilité, il est en relation étroite avec le contraste. Pourquoi? Parce que si on calcule l'epsilon max et l'epsilon min, donc epsilon max, c'est-à-dire l'éclairement de la frange brillante, c'est quand est-ce que c'est quand le cosinus égale à 1, donc est égal à 4 epsilon 0 fois 1 plus V. Mais il ne faut pas oublier ici la valeur absolue, hein, parce que V peut être négatif. Et epsilon min égale à 4 epsilon 0 fois 1 plus V aussi en valeur absolue.
Or, le contraste qui est égal à epsilon max moins epsilon min sur la somme, donc on va trouver la valeur absolue de V. Et c'est toujours le cas, parce que le contraste, on va trouver toujours ça, d'accord, dans tous les exemples de l'étude de la cohérence temporelle, c'est-à-dire l'effet de la non-monochromaticité sur la figure d'interférence. Donc on voit que le contraste n'est plus égal à 1, qui est la valeur maximale, il devient égal donc la valeur absolue d'un facteur dit de visibilité qui apparaît dans l'expression de l'éclairement à côté ici de cosinus. D'accord? Donc ensuite, on va tracer le contraste, on va tracer l'éclairement en fonction de delta, d'accord? Donc ça c'est une courbe qui est très importante. Donc on va tracer le contraste, l'éclairement en fonction de delta, d'accord? Donc les étapes de traçage, on cherche tout d'abord les valeurs minimales et maximales de l'éclairement. Donc on voit ici que le maximum d'éclairement c'est quand ce produit égal à 1, 1 plus 1, 2, 2 fois 4, 8, donc le maximum c'est 8, epsilon 0. Le minimum c'est quand le produit cos fois cos égale moins 1, donc on trouve 0 comme minimum, donc ça c'est le minimum. Ensuite on a la valeur moyenne, ici. Donc il est 4 epsilon 0. Donc le contraste, le facteur de visibilité, c'est un cosinus qui normalement il vibre autour de 0, parce que c'est une fonction sinusoïdale, mais ici il y a le 1, donc le 1 qui va faire translater la figure, en fait c'est le 4 epsilon 0 fois 1, donc la moyenne du cosinus dans ce cas, c'est-à-dire le cosinus il va vibrer autour, non pas de 0, mais de 4 epsilon 0. Donc c'est l'axe 4 epsilon 0, autour duquel donc, va osciller notre facteur de visibilité. Et dans ce cas, le facteur de visibilité il joue le rôle de l'enveloppe dans la courbe. Parce qu'ici, on a le produit de deux fonctions, qui dépendent de la même variable, delta, delta. Donc ici, quand on a produit de deux fonctions qui dépendent de la même variable, et surtout si ces fonctions sont sinusoïdales et l'une des fonctions présente une période beaucoup plus grande que la deuxième, c'est-à-dire c'est équivalent à dire une pulsation beaucoup plus faible que la pulsation du deuxième, alors ce cosinus qui présente la période la plus grande, il va jouer le rôle de l'enveloppe. D'accord? Donc ici c'est facile de comparer les pulsations, donc il suffit de faire le rapport. Donc si on fait ici le rapport de pi delta lambda sur lambda 0 carré sur 2pi sur lambda 0, donc on trouve delta lambda sur 2 lambda 0. Or, delta lambda sur lambda 0 est négligeable devant 1. Pourquoi? Parce que les pulsations, les longueurs d'onde sont très proches. Donc delta lambda est très faible, 6 angstrom, par rapport à la valeur moyenne qui est de l'ordre de 600 nanomètres, 590. D'accord? Donc ici on va diviser le 6 par 2 fois 600 près. Donc ça c'est négligeable devant 1. Donc la pulsation de ce cosinus est négligeable devant la pulsation de celui-ci. Donc la période de ce cosinus est très supérieure à la période de ce cosinus. Donc ce cosinus, il va jouer le rôle de l'enveloppe. Et ça sera toujours le cas dans les autres exemples qu'on va les étudier. Le facteur de visibilité, il va jouer le rôle de l'enveloppe. Et dans le traçage de la courbe, il faut tracer l'enveloppe en pointillé, parce qu'il donne l'allure générale de la variation de la vraie
de la vraie courbe, c'est-à-dire l'enveloppé, le cosinus, qui est inclus dans l'enveloppe. D'accord? Donc je vais tracer tout d'abord l'enveloppe, ça va être plus clair si on trace. D'accord? Donc l'enveloppe, on a dit que c'est un cosinus. Donc ça, c'est l'enveloppe. Donc le cosinus, d'habitude, il varie entre l'amplitude et moins l'amplitude. Voilà. Ici, donc, on a cos comme amplitude. Donc il va varier entre cette fonction, cos, c'est-à-dire le facteur de visibilité, et moins le facteur de visibilité. C'est pour cela on doit tracer le symétrique de V. D'accord? Voilà, donc on trace le symétrique de V. Donc ça, c'est l'enveloppe. Ensuite, à l'intérieur de l'enveloppe, on va tracer l'enveloppé, c'est-à-dire cette fonction qui présente la pulsation la plus grande ou bien la période la plus faible. Etc. Voilà. Donc ça, c'est notre phénomène. Et ce phénomène, il est appelé battement optique. D'accord? Donc ce phénomène est appelé battement optique. La distance entre deux pics successifs de l'enveloppé, donc ça représente en fait la période de l'enveloppé, qui est ce cosinus. Donc on voit bien que dans ce cosinus, la période c'est lambda 0, parce que la variable c'est delta. Donc ça c'est lambda 0. Donc c'est la distance entre deux pics successifs. Et la distance entre ces deux nœuds, ça représente donc une demi-période de l'enveloppe, c'est-à-dire une demi-période de facteur de visibilité. Parce que la période, elle commence ici, et elle se termine à maximum ici. D'accord? Donc il ne faut pas oublier qu'on a tracé le V et le son symétrique. Donc cette distance représente la demi-période de V. D'accord? Donc ça, c'est la demi-période. Donc la demi-période de V, si on observe ce cosinus, la variable c'est delta, la période ici c'est lambda 0 carré sur, c'est 2 lambda 0 carré sur delta lambda, donc la demi-période sera lambda 0 carré sur delta lambda. Donc ça c'est la demi-période, c'est la distance donc sur l'échelle de delta qui sépare deux nœuds. Mais ça représente quoi ces nœuds? Ces nœuds représentent en fait un contraste qui est nul, c'est-à-dire brouillage. Parce que à ce niveau-là, on voit que l'éclairement égale 4 epsilon 0. Donc l'éclairement égale 4 epsilon 0 si le cosinus égale à 0. Si ce facteur de visibilité s'annule. D'accord? Donc si le facteur de visibilité s'annule, alors le contraste s'annule. Donc ces points représentent en fait des points de brouillage local. Parce qu'on a dit le contraste nul, c'est un brouillage. Donc sur l'écran, on va observer des positions de brouillage. Donc tout ça, ce sont des positions de brouillage. Donc ce sont des brouillages locaux, c'est un brouillage local qui paraissent périodiques. D'accord?
Donc la figure d'interférence, elle sera périodique de point de vue visibilité, de point de vue contraste. Donc on aura une zone qui est brouillée, une zone nette brouillée, etc. D'accord? Donc ça, ce qui caractérise le phénomène de battement optique. D'accord? Donc les nœuds de la figure sont tels que le contraste égale à 0. Donc on peut déterminer les abscisses de ces nœuds sur l'échelle de delta. Donc le contraste égale à 0, c'est équivalent à dire visibilité qui est nulle. C'est équivalent à dire le cosinus qui est égal à 0. Cosinus donc de pi delta lambda sur lambda 0 carré delta égale à 0. Ce cosinus est nul si l'intérieur est égal à un nombre est égal à un nombre impair fois pi sur 2, d'accord? Donc pi delta lambda sur lambda 0 carré delta égale un nombre impair fois pi sur 2. Donc c'est équivalent à dire, donc on va noter delta n parce que ça dépend de l'indice n, donc on va trouver delta n égale à n plus n demi fois lambda 0 carré sur delta lambda. Donc si on prend par exemple n égale à 0, c'est le premier nœud, c'est la position du premier nœud. Donc si n égale à 0, on trouve delta 0 égale lambda 0 carré sur 2 delta lambda. Donc c'est bien cette abscisse. D'accord? Donc ça, cette abscisse, c'est lambda 0 carré sur 2 delta lambda. Donc cette distance, c'est la moitié de cette distance. Et on voit bien aussi que la distance entre deux nœuds successifs, delta n plus 1 moins delta n, c'est égal à lambda 0 carré sur delta lambda. Donc ce qui est en harmonie avec ce résultat, parce qu'on a trouvé que la distance entre deux nœuds, qui représente la demi-période de l'enveloppe, c'est aussi lambda 0 carré sur delta lambda. Lambda 0 carré sur delta lambda. Donc on a dit que dans le cas d'une source dichromatique, on a la superposition de deux systèmes de franges. Donc un système de franges qui est relatif à lambda 1, d'accord? On a le système de franges qui est relatif à lambda 1, c'est un ensemble de franges brillantes et de franges sombres, et le système de franges qui est relatif à lambda 2. Donc sur l'écran, on va observer la superposition de deux systèmes de franges. Donc on peut avoir deux cas possibles. Donc il y a deux positions particulières, ou bien deux superpositions particulières dans ce cas. C'est que, par exemple, une frange brillante de lambda 1 coïncide avec une frange brillante de lambda 2, ou sombre lambda 1 coïncide avec une sombre de lambda 2. Ça, c'est ce qu'on appelle coïncidence. Ou bien on peut avoir le contraire. Une frange sombre de lambda 1 coïncide avec une brillante de lambda 2 et vice-versa. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle anticoïncidence. Donc, comment chercher les positions des coïncidences et anticoïncidences sur l'écran? D'accord? Donc, on va écrire ça. Donc, on a dit que sur l'écran, on observe la superposition
de deux figures d'interférence relatives à lambda 1 et lambda 2. Donc, pour certaines valeurs de delta, il y a donc soit coïncidence, Donc, qu'est-ce que ça veut dire coïncidence? Donc, on a dit coïncidence, c'est-à-dire une frange brillante, de lambda 1 coïncide avec une frange brillante de lambda 2. Donc, il y a ici une coïncidence, c'est-à-dire que il y a donc une coïncidence entre une brillante, ou bien une frange sombre de lambda 1 coïncide avec une frange sombre de lambda 2. Or, on a vu que pour les franges brillantes, l'ordre d'interférence est un entier. Et pour les franges sombres, l'ordre d'interférence est un demi-entier. Donc ici, on va avoir un entier comme ordre d'interférence et aussi entier. Demi-entier, demi-entier. Mais la différence ici entre les deux entiers, c'est toujours un entier. Et la différence entre les deux demi-entiers, c'est toujours un entier. Donc, c'est pour cela, on va donc donner la relation suivante qui va caractériser les coïncidences. La relation qui caractérise donc les coïncidences, c'est P2 moins P1 égale un entier. D'accord? Égale à n. Donc n appartenant à z, c'est un entier relatif. Donc, pour chercher donc les positions sur l'écran des coïncidences, il faut donc trouver les positions qui vérifient cette relation. De même, donc on va écrire la définition et la relation des anticoïncidences. Donc il y a anticoïncidence, c'est-à-dire une frange brillante de lambda 1 coïncide avec une frange sombre de lambda 2, donc ici brillante avec sombre, ou bien une frange sombre de lambda 1 coïncide avec une frange brillante de lambda 2. Dans ce cas, donc, on aura un entier pour l'ordre d'interférence P1, un demi-entier pour P2, ou l'inverse, c'est-à-dire un demi-entier pour l'ordre d'interférence de lambda 1, P1, et un entier pour P2. Mais dans les deux cas, la différence entre un entier et un demi-entier, c'est toujours un demi-entier. Donc c'est pour cela, la relation qui donne les positions d'anticoïncidence sur l'écran, c'est donc relation P2 moins P1 égale demi-entier. N appartenant à Z. Voilà. Donc on va développer encore plus cette relation, la relation des anticoïncidences. Donc prenons donc c'est quoi la définition de P2? P2 c'est delta sur, donc ça c'est une remarque, donc P2 moins P1 égale demi-entier implique que, donc la définition de P2 c'est delta sur lambda 2 moins delta sur lambda 1 égale à n plus n demi.
Donc, si on prend le cas où lambda 1 et lambda 2 sont proches, d'accord? Donc delta fois 1 sur lambda 2 moins 1 sur lambda 1 égale n plus n demi. Et si lambda 1 et lambda 2 sont proches, alors, donc on a vu déjà l'approximation, alors delta fois delta lambda sur lambda 0 au carré égale à n plus n demi. Donc on va noter delta indice n, les positions des anticoïncidences. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cette relation. Donc delta n égale n plus n demi fois lambda 0 carré sur delta lambda. C'est quoi cette relation delta n? Delta n, ça ce sont les positions des nœuds du phénomène de battement optique. Donc on a le battement, les positions de nœuds, on les a calculées grâce au contraste qui est égal à 0 et on a trouvé cette expression. Donc on a trouvé que les positions de nœuds correspondent bien aux positions des anticoïncidences. Donc en fait les nœuds du phénomène de battement qui correspondent à un brouillage local, c'est-à-dire le contraste est nul, sont confondus avec les anticoïncidences.